Coming to bed, honey? Yes, dear. Est-ce que tu te reconnais? Regarde cette vidéo. La première chose, c'est d'établir des limites et ne pas accepter de faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire dans la limite du possible en fonction de ta situation. Ça peut être que toi par exemple tu n'aimes vraiment pas travailler dans des environnements qui te mettent dans des situations de stress, ou alors avoir un patron qui est très bossy. Je pense que moi, comme nous tous, on est tous partis en entretien d'embauche et on est tombé sur la question sésame. Comment est-ce que tu réagis en période de stress, etc. etc. Et nous, au lieu d'être honnête avec nous-mêmes et de dire que peut-être qu'on n'aime pas le stress du tout, on pense juste à avoir le job à tout prix. Du coup, on va commencer à mentir, à dire qu'on est super bon en situation de stress, à dire que c'est des choses qu'on peut vraiment prendre sur nous. Après, c'est vrai que t'as beaucoup de travail qui posent cette question, mais qui ne sont pas si stressants que ça en soi. Mais moi, la dernière fois du coup que j'avais répondu à cette question, j'avais eu le job et je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment tous stressés pour des choses que moi en plus je considérais pas si grosses que ça, et c'était vraiment un environnement qui ne me convenait pas, parce que forcément qui dit stress dit que les gens s'énervent vite, le patron voilà il venait te poser une question pour la moindre chose et tout, et eux tu vois pour eux c'était normal, ils arrivaient à fonctionner, mais moi dans ma tête je me disais non j'ai pas envie de considérer moi comme ça, j'ai pas envie qu'on vienne me stresser, je déteste qu'on me stresse. Une des raisons pour lesquelles je suis partie aussi c'est parce que je considérais que ils étaient beaucoup trop à l'aise sur les horaires, c'est-à-dire que ils étaient dans l'optique tant que tu n'as pas fini ton travail, tu ne pars pas. Du coup, tu pouvais rester beaucoup plus tard que l'heure prévue, et derrière, tu vois, l'heure n'allait pas être rémunérée, et moi, c'est quelque chose... Étant donné que je n'ai pas vraiment de passion dans le monde du travail, le salaire et l'argent, c'est des choses sur lesquelles je suis intransigeante. Si je vois qu'il y a des espèces de petites douilles, de petits trucs qui passent un peu en dessous du tapis, je vais pas rester. Dans le domaine dans lequel je travaille, je trouve que c'est fréquent, et quand je parle à des amis qui travaillent dans d'autres domaines aussi, franchement, la même chose. J'ai l'impression c'est un petit peu sombre. Hein. C'est aussi important de se rendre compte dans l'optique où on trouve que l'entreprise ne traite pas bien, ou on veut changer de travail ou quelque chose comme ça. Il faut garder en tête que on ne doit aucune loyauté à l'entreprise. Juste parce que tu es là par exemple depuis longtemps, ou ceci, cela ne veut pas dire que tu dois rester encore plus, juste parce que par le passé l'entreprise t'a beaucoup apporté. Si à l'instant T, tu vois que l'entreprise ne t'apporte plus, ou prend avantage, ou que ça va changer, ou quelque chose comme ça, bah franchement, pars, ne regarde pas en arrière. Les entreprises, ta relation avec ton entreprise, ce n'est pas une relation que tu as avec un autre être humain. Et même là, parce que c'est vrai qu'on prend souvent en compte l'aspect des collègues, du style, si je pars, ça va être difficile pour eux, déjà que là, on n'est pas bien et tout et tout. En fait, créer un bon environnement de travail, créer des conditions optimales, ce n'est pas ta responsabilité, c'est la responsabilité de l'entreprise. Du coup, ne te mets pas ce fardeau sur tes épaules, tu vois. Parce que quand il s'agit de la réciproque, l'entreprise, elle a bien compris. Si demain, elle veut délocaliser, ou si demain, il se passe quelque chose qui fait qu'elle a besoin de se débarrasser du personnel, crois-moi qu'elle va se débarrasser de toi. Et si tu restes, quand je parlais des limites à instaurer, en fait, c'est comme dans les relations normales. Si tu laisses les gens se moquer de toi, te marcher dessus, ou te parler d'une manière que en vrai tu n'aimes pas trop, mais que toi tu ne dis rien, à l'avenir, c'est comme ça qu'ils vont toujours te traiter. De la même manière, si tu te présentes toujours comme la main qui veut aider les autres, et quand je dis la main qui veut aider les autres, je parle pas de voilà, tu travailles, tu as des trous dans ton emploi du temps, ou en vrai tu n'as pas grand chose à faire, et que la personne à côté de toi, elle est cool, bah oui, dans ce cas-là, bien sûr, aide-la. Mais je parle du fait que toi, tu as déjà une journée bien remplie, mais tu acceptes quand même d'aider, ou alors il y a des dossiers qui ne sont pas finis, et toi, en fait, ta journée est supposée se terminer, mais tu dis quand même, bon, ok, je vais rester pour faire le dossier, des choses comme ça, tu vois. Et même les cas comme ça, c'est au cas par cas, tu vois, tu as certaines entreprises dans lesquelles les gros dossiers, c'est vraiment exceptionnel. Et dans ces cas-là, si c'est exceptionnel et sous la condition que tes heures en plus soient payées, bah oui, à ce moment-là, go, aide. Mais si tu es dans une entreprise où les exceptions ressemblent plus à des normes, et que toi tu acceptes les choses sans rien dire, sans broncher, et bah voilà, tu vas faire passer le message que je peux venir surmener cette personne et elle ne va rien dire. Et je dis ça parce que bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui pensent que les êtres humains sont naturellement bons ou pas, moi je pense que c'est pas du tout le cas, et je pense que c'est dans la nature humaine de chercher à prendre avantage des autres. C'est pour ça qu'il faut dire clairement que... not with me. Dans pas mal d'endroits dans lesquels j'ai bossé, à fiche de travail équivalente et à paie équivalente, les personnes qui semblaient toujours être surmenées ou avoir beaucoup plus à faire que ce qui était écrit et que leurs horaires ne leur permettaient, c'était toujours les mêmes. Et le plus drôle, c'est que après, quand vient le moment de se plaindre, ils se plaignent que c'est les autres employés, les employés qui font ce qui est écrit dans leur fiche de travail et qui s'en tiennent aux horaires qu'ils doivent faire, ils se plaignent que c'est ces autres employés qui ne travaillent pas assez et qui ne viennent pas les aider. Au lieu de se mettre en colère contre l'entreprise qui les surmène, ils veulent
rediriger leur colère vers les employés qui ne le permettent pas. Mais dans un sens, c'est pour ça que j'ai dit établir des limites dans les limites de la situation, et si tu le peux, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'être super exigeant dans leur travail. C'est-à-dire que parfois c'est un comportement qui va amener des tensions soit avec tes collègues, soit avec tes managers, et qui peut te mettre sur la sellette. Et tu as certaines personnes qui ont absolument besoin d'un travail pour payer leurs responsabilités, pour payer leur vie et tout, qui doivent se faire de l'argent. Moi j'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir de responsabilités, de ne pas avoir de factures urgentes que je ne peux payer. Donc c'est pour ça que je peux aussi me permettre de changer facilement et je suis pas non plus dans l'optique de chercher une stabilité de l'emploi, de me projeter à des années. Donc voilà. Il y en a qui sont en quelque sorte à la merci de leurs employeurs quoi. Et c'est pour ça que c'est le système tout entier qui doit changer et non pas la responsabilité d'un individuel, à mon avis. La deuxième chose, c'est trouver des choses que tu aimes à ton travail. Même si tu travailles à un endroit qui a beaucoup plus de négatifs que de positifs, il y a quand même du positif. Donc, essaye de te raccrocher à ça et de trouver de la joie dans ça. Ça peut être des grandes choses comme moi j'aime pas trop ce que je fais mais au moins c'est bien payé, ce qui me permet de mettre beaucoup de côté, d'organiser mon futur et tout. Ou alors de toutes petites choses, du style franchement l'immeuble dans lequel on est il est bien, il fait bon d'être ici, il fait bon de se promener dans le quartier, c'est bien chauffé en hiver, ce qui est définitivement un privilège. Ou alors même les collègues sont sympas, enfin franchement ça peut être n'importe quoi. La troisième chose, entretiens ton cercle d'amis et de proches et entretiens tes hobbies. Pour revenir un petit peu au premier point de ne pas accepter des choses que tu n'as pas envie d'accepter, ce n'est pas forcément que l'autre personne te traite mal, mais ça peut être des choses qui sont en fait détrimentelles pour ton bien-être ou pour ton développement dans ta vie. Moi par exemple, une des autres choses qui m'avait fait partir de mon ancien travail, c'était que on était à 39 heures, mais ça encore en soi ça passe, tu vois. Mais l'entreprise était à 1h45 de chez moi. Ce qui fait que les 39 heures, avec beaucoup de fois où il fallait rester plus longtemps, les allers et les retours, en gros ma vie c'était devenu du métro boulot dodo. Et le piège avec ça, c'est que ça peut être quelque chose de très progressif. D'abord tu te dis, oh tu vas pas aller à ce sport, à cette activité ou voir tes amis ce soir-là parce que voilà tu es trop fatigué mais tu rattraperas le week-end. Le week-end tu veux récupérer toute ta semaine, du coup tu préfères rester un petit peu chez toi et te détendre. Mais tu feras ça la semaine prochaine et la semaine prochaine ça se répète et encore et encore. Et puis un jour tu te réveilles, t'as plus d'amis ni de hobby. J'exagère un petit peu mais franchement on en est pas loin. C'est important de se rappeler que même si on passe beaucoup d'heures à travailler, la vie ce n'est pas le travail. Et une des choses qu'il est bien de faire aussi, c'est que si tu as eu une mauvaise journée au travail, voilà, tu t'es disputé ou quelque chose qui s'est pas bien passé, une fois que tu quittes ton bureau, laisse ça au bureau. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas fini, je sais que c'est très dur à faire, c'est quelque chose que moi personnellement je n'arrive pas à faire, mais quand même, si tu as un problème qui n'est pas résolu, quand tu quittes le bureau, même si tu dois reprendre ça demain, bah tu verras ça demain. Tu quittes le bureau, c'est fini, ne laisse pas ça avoir un impact sur ta véritable vie. Et d'ailleurs, pense à ça, ton cercle, ta famille, tes amis et tout, ils ne connaissent même pas la personne que tu es au travail. C'est quelque chose de complètement différent. Donc oui, entretiens ta vie professionnelle, ta carrière, si ça t'importe, mais n'oublie surtout pas derrière... j'ai limite envie de dire ta vraie vie quoi. Moi une des choses que j'ai commencé à faire, parce que j'ai dit dans ma vidéo sur l'amitié en plus qu'on ne fait pas assez de temps pour les amis, tu sais dans mon planeur, quand j'inclus faire ceci, faire cela, j'inclus aussi très explicitement envoyer un message à un tel, prendre des nouvelles de un tel, essayer de caler une sortie avec un tel. En fait communiquer avec mes amis, je l'inscris explicitement dans mon planning comme une tâche à faire. Et en plus de cela justement, quand quelque chose s'est mal passé dans ton travail ou quand tu te sens mal par rapport à quelque chose, c'est aussi important de pouvoir en parler à quelqu'un. Il y a sur les réseaux sociaux une grosse montée du contenu anti-work. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce contenu est aussi populaire, c'est parce que les gens peuvent vraiment s'identifier à ça. Et nous, étant des êtres communautaires, les êtres humains étant des êtres communautaires, on a envie de trouver des communautés pour toutes les choses qui nous touchent. Et du coup, pouvoir envoyer un message à quelqu'un pour dire « Oh franchement au travail il s'est passé ceci avec ce collègue, ça s'est super mal passé, non mais le boss il est venu dans le bureau, il m'a crié dessus et tout ». Et quand la personne te répond « Non mais moi aussi, aujourd'hui c'était n'importe quoi et tout », pouvoir en parler, pouvoir en rigoler, je trouve que ça dédramatise la chose. Maintenant, quand il s'agit de passion, je parle juste des petites activités que tu peux aimer faire comme ça, on en a tous, mais c'est vrai que passion c'est un terme assez fort. Moi d'ailleurs je me considère comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de passion, ce qui me permet de toucher un petit peu le point des gens qui disent
travaille dans ce que tu aimes faire et comme ça ce sera facile, comme ça tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie, enfin, fais de ta passion ta carrière quoi. Bah déjà comme j'ai dit, c'est pas accessible à tous dans le sens où tout le monde n'a pas de passion, c'est-à-dire que même si tu aimes faire quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose que tu te vois faire au rythme et à l'intensité d'un travail. Moi qui a envie d'apprendre à danser ou qui a envie d'apprendre des langues, juste parce que j'aime danser, c'est pas pour autant que j'ai envie de danser 8 heures par jour, 35 heures par semaine, et me professionnaliser dans la chose, quoi. J'aime juste danser comme ça à côté. Et en plus, j'aime danser parce que j'aime bien bouger mon corps et je trouve ça stylé et tout. Et bien sûr que j'aimerais savoir danser de manière professionnelle, mais c'est pas non plus quelque chose dans laquelle je suis bonne. Et c'est ça la deuxième chose. Tu peux aimer faire quelque chose sans pour autant être bonne à ça. Tu en as qui aiment peindre mais qui ne savent pas peindre, tu en as qui aiment faire du skate mais qui ne savent pas faire du skate, et t'as envie de me dire que c'est des choses qui s'apprennent. Mais des choses qui relèvent un peu plus du don intérieur, comme par exemple le chant, oui tu peux apprendre à chanter, à développer ta voix, mais quand même à la base il faut avoir un petit quelque chose quoi. Ou alors jouer la comédie, pareil, t'en as, ils peuvent prendre 600 heures de théâtre, ils sauront toujours pas jouer la comédie. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que tu peux, c'est pas pour autant que tu dois arrêter de le faire. Tu peux aimer faire ça, mais ne pas être bon à ça. C'est ton droit. Mais du coup, la professionnalisation, bah faut le laisser tomber quoi. Et le fait qu'il y a du coup ce critère horaire et ce critère qualité pour monétiser ta passion, et bah voilà, tout simplement, c'est des touches de liberté qui s'enlèvent. Surtout si ta passion s'apparenterait à avoir des clients de l'autre côté. Si je devais donner un exemple, ouais, plus ou moins bon, moi, j'adore voyager. Pour autant, le travail de blogueuse voyage, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui me dit plus que ça, parce que là, au lieu maintenant d'aller dans une destination et vraiment de ne pas me prendre la tête, de me reposer, je sais que par exemple, il y aura des lecteurs qui attendront à mon retour mon compte rendu. Je devrais donc parler par exemple de l'hôtel dans lequel je vais en inspectant les choses, alors que si j'étais là comme ça pour reposer, j'en aurais rien eu à faire de ceci, cela. Pareil pour les activités, au lieu d'aller dans une activité et me la couler douce, je devrais avoir un petit peu cet œil alerte parce que je sais que derrière on attend mon compte rendu. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé, j'aurais pu sans doute en trouver un plus pertinent, mais j'espère que vous avez quand même compris ce que je voulais dire. En plus de cela, pour rester sur cet exemple, juste parce que je me dis « Oh, j'adore voyager, et ça me convient de faire des reviews, j'ai vraiment envie de partager et tout, ok, je deviens blogueuse voyage. » Même si ces conditions, c'était des conditions qui me conviendraient. Juste parce que je me lance là-dedans, ça veut pas dire que je vais réussir. La vie n'est pas une méritocratie pure. Oui, il faut travailler, il est bon de travailler dur pour obtenir ce que l'on veut, mais juste parce que tu as un projet, juste parce que tu travailles dur dans ce projet, cela ne veut pas dire que ce projet va se concrétiser. Et pour finir, le dernier point sur ça, c'est que y a des gens qui sont passionnés dans des choses qui ne se traduisent pas forcément dans une carrière professionnelle qui rapporte de l'argent. Encore une fois, je suis pas en train de dire de pas le faire ou de ne pas essayer, mais c'est juste pour combattre un petit peu cette optique de méritocratie pure qui dit que tous ceux qui ont réussi, ils ont réussi parce qu'ils ont travaillé, alors que tous ceux qui ont échoué ou qui sont pauvres, c'est de leur faute également. La quatrième chose, c'est de rester loin des réseaux sociaux si nécessaire. Ça, c'est un conseil bateau qui s'applique pour tout, mais si tomber sur la page de gens auxquels tout leur réussit, qui ont une vie meilleure que la tienne, ça te fait te sentir triste, en colère ou jaloux, et bah ne va plus sur les réseaux sociaux tout simplement. Ou alors si tu as absolument envie de rester, bah suis des personnes qui te font te sentir bien. On n'est pas tous pareils, tu vois. Il y a certaines personnes, quand ils voient des personnes qui sont plus loin qu'eux dans la vie, ou alors des personnes pour lesquelles tout va bien alors que c'est la misère, ça va soit les inspirer, soit ils vont vivre vicariously, comment on dit ça en français? Non, je crois, enfin j'ai cherché et j'ai pas l'impression qu'il y ait de mots pareils en français, mais en gros ils vont vivre leur vie par procuration. Et du coup voilà, ça va leur faire leur sentir bien et peu importe, mais tu en as en fait, quand ils vont voir ça, tout simplement, ça va leur faire se sentir mal et parfois jaloux. Même si on commence à vivre dans un monde qui accepte de plus en plus ses défauts, accepter dans le sens où reconnaître qu'ils existent, pas rester dans ces défauts-là, mais accepter dans le sens où on peut parler de nos défauts, la jalousie c'est quand même vu comme cette chose, genre le mauvais du mauvais, tu vois. Moi je suis une de celles qui pense que on a tous été jaloux à un moment de notre vie. Et c'est pour cela que je ne comprends vraiment pas certaines personnes qui veulent faire les anges en mode mais comment ça t'es jaloux et tout, moi personnellement. Et du coup, à cause de ce gros stigma qu'il y a autour de la jalousie, certaines personnes n'osent même pas en parler autour d'elles, mais certaines personnes n'osent pas
s'admettre à elles-mêmes qu'elles sont jalouses. C'est pour ça que ton cercle est important. Si tu es quelqu'un qui est jaloux, franchement, trouve une personne à laquelle en parler. Ça m'a fait penser à la youtubeuse Ostefko, qui est une youtubeuse américaine. Elle avait dit dans une de ses vidéos que elle devait aller à la baby shower, ouais, si je crois bien, la baby shower d'une de ses amies, mais elle a commencé à se sentir mal. Et t'as une autre amie qui a vu ça, elle lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit qu'elle a dit à son amie, en fait, je suis contente qu'elle ait son bébé, mais d'un autre côté j'ai l'impression que dans ma vie, je suis toujours en train d'aller à la célébration des autres et dans la mienne il ne se passe rien. Et son amie lui a répondu, ok je comprends tout à fait ce que tu veux dire, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la baby shower ensemble, on va profiter ensemble, et si à un moment donné tu commences vraiment à ressentir un coup sur ton mental, tu me dis et on s'en va. Et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'à ce moment de sa vie où elle était un peu en bas, elle a pu trouver une personne à qui parler, qui l'a pas jugée et qui l'a aidée dans son mal, quoi, tout simplement. Du coup, voilà, même si cette personne doit être un psy, un thérapeute, je pense que tout le monde devrait aller parler à un thérapeute de temps en temps, c'est trop cool en fait, c'est trop cool. Surtout en France, où on a la chance que la thérapie, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais tout de même, je ne trouve ça pas si cher comparé à un pays comme les États-Unis par exemple. Donc ouais, la santé mentale c'est important, aller voir un thérapeute. Mais même sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, tu vas forcément tomber sur des gens qui ont une meilleure vie que la tienne. Et c'est pour ça qu'il faut dans tous les cas combattre la comparaison et la jalousie. À sa racine, la jalousie c'est un problème d'insatisfaction. Et une des bonnes façons de combattre l'insatisfaction, et qui est donc mon 5e point, c'est de cultiver la gratitude. Je suis en train de lire un post de Mike Winger, qui est un pasteur américain sur la gratitude. Ce post, il est trop bien. Quand j'étais tombée dessus la première fois, ça m'a ouvert les yeux, j'ai fait mais... Ouh là 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 là. Il dit que la gratitude, c'est une discipline et non pas un réflexe. Comme c'est une discipline, ça implique des actions de notre part. Des actions comme par exemple dire merci à haute voix à Dieu. Et si du coup tu veux dire merci à Dieu, il faut que tu saches pourquoi tu lui dises merci. Et c'est pour ça que, par exemple, tu peux tenter de faire une liste de choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Tu écris 10, 20 ou plus de choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Tu médites sur ces choses-là et tu dis merci à Dieu pour ces choses. Il nous dit aussi que dans la Bible, quand on voit à maintes et maintes reprises qu'on nous dit d'être reconnaissant, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui nous arrive, c'est-à-dire la reconnaissance mûrie en nous, plutôt que quelque chose qu'on choisit de faire. Parce que si on voit ça comme ça, le risque, c'est qu'on pense que la gratitude finalement, ou l'ingratitude du coup dans ta propre vie, le fait que tu sois un ingrat, c'est le résultat de tes circonstances et le fait que c'est comme ça que tu es. Et tu vas arriver au point d'en être une personne amère qui pense que l'insatisfaction qu'elle ressent dans sa vie, c'est quelque chose sur laquelle elle n'a aucun contrôle. Et voilà ensuite quelques sagesses que le pasteur Mike Winger a dit qu'il a pu déceler en étudiant le sujet de la gratitude dans la Bible. Être reconnaissant, cela ne veut pas dire que tu minimises les horreurs ou alors les épreuves que tu as dans ta vie. Et il prend pour exemple le livre dans les Lamentations dans lequel le prophète Jérémie, bien qu'il soit en train de pleurer sur la désolation autour de lui, il reste quand même reconnaissant que la merci de Dieu se renouvelle chaque matin et pour les promesses futures, et du coup le fait que la joie future sera beaucoup plus immense que la peine qu'on ressent maintenant, c'est une raison suffisante pour les chrétiens, parce que c'est une promesse pour les chrétiens, d'être reconnaissant aujourd'hui. Ensuite, il dit que le manque de gratitude peut nous rendre aveugles à la réalité des choses. On peut se dire que voilà, moi je vois la vie avec tous les mots qu'elle a et de ce fait je suis un réaliste, alors qu'en fait on est vraiment un pessimiste. Et qu'on ne se focalise que sur les choses qui ne vont pas dans notre vie et on oublie tout ce qui va bien. En fait, on prend tout ce qui va bien comme acquis, comme normal. Il dit qu'un chrétien réaliste devrait être optimiste quand il voit et s'il croit vraiment à toutes les promesses que Dieu a faites pour le royaume qui arrive. Et le fait que beaucoup d'entre nous ne le soyons pas, c'est parce qu'on laisse nos circonstances nous aveugler quant à la vraie réalité des choses. Ça me fait penser à ce verset dans lequel, je crois, c'est quand les Israélites sont esclaves des Égyptiens, ou à un moment, soit quand ils sont esclaves des Égyptiens, soit quand ils sont quelque part dans le désert. Non, je crois que quand ils étaient encore esclaves, oui. Moïse vient leur parler, il dit « Dieu vous a promis de vous libérer, de faire ceci, ceci, cela ». Mais après, il est écrit que la dureté de la servitude les a empêchés d'écouter. Bien sûr que l'esclavage et la servitude, c'est dur, mais c'est très très dur. Personne n'a envie de dire le contraire, et personne dans notre vie n'aura une épreuve même aussi dure que cela. Mais tout de même, dans la dureté de tes épreuves, n'oublie pas les promesses et de ce fait l'espoir, l'assurance de Dieu que tu as. Et à l'église, en plus de cela, le pasteur avait dit quelque chose qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'est que, par exemple, si tu prends l'exemple d'enfants et de parents,
quand un couple adopte un enfant, ou a un enfant tout simplement, l'enfant peut se réjouir parce que... Alors, en fait c'est bizarre à dire, attends. Disons que si tu as un héritage, bah oui, tu peux être content du fait que même quand tes parents ne seront plus là, bah tu auras un certain confort de par ton héritage. Mais ce n'est pas à cause de l'héritage que tu es content et heureux dans ta vie. Tu es heureux parce que là, à l'instant T, tes parents sont encore là et ils te donnent énormément d'amour. Tu es juste content d'avoir tes parents en fait, tu es content à cause de tes parents, si tu as eu des bons parents, parce que c'est pas le cas de tous bien sûr, mais pour ceux qui ont eu des bons parents dans leur vie. Il avait dit ça parce qu'on était dans la lettre aux Romains où on disait que maintenant on était héritier de Dieu et co-héritier de Christ, dans le sens où l'héritage qu'on a reçu ce n'est pas seulement le paradis, ce n'est pas seulement tout ce qu'il va avoir après, mais c'est le fait que là maintenant on a reçu Dieu, nous sommes enfants de Dieu maintenant. Et le simple fait d'avoir été adopté est une raison pour être infiniment heureux, peu importe nos circonstances. Du coup voilà, c'était tout pour le 5e point, cultiver la gratitude et le contentement. Et c'est des sujets, moi étant chrétienne, qui sont tellement intrinsèquement liés à Jésus-Christ et tout, que je ne pouvais pas ne pas en parler en fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras pu en tirer certains conseils qui vont t'aider dans ta vie professionnelle ou dans ta vie en général. Si tu as aimé cette vidéo et si de manière générale mon contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Cela étant dit, si tu étais là seulement pour du bon temps et non pas pour longtemps, ça me va aussi. Bye bye!